Je m'appelle Haïdé Sabéran, je suis correspondante de Libération à Lille et je suis venue présenter mon livre qui s'appelle Bienvenue à Hénin-Beaumont et qui parle de la montée du Front National à Hénin-Beaumont. À Hénin-Beaumont, aux dernières élections législatives, le Front National a fait 55% et là les élections municipales approchent et la grande question est de savoir s'ils vont emporter la ville. Voilà. Et on essaie de comprendre pourquoi le Front National est monté si haut dans cette ville traditionnellement à gauche. Qu'est-ce qui s'est passé sur ce territoire qui est naturellement à gauche pour que en 2012, donc ça a été très progressif, mais en 2012 c'est un petit peu l'apogée, hein, on va voir ce qui va se passer dimanche, mais avec 55% pour Marine Le Pen, puisqu'elle était candidate aux législatives, donc elle ne réussit pas à devenir députée, elle n'a pas la circonscription à une centaine de voix près, mais en revanche dans la ville, elle fait 55% des voix. Ce que je savais déjà avant de démarrer, c'est que voilà, c'est une région sinistrée, une zone sinistrée avec quasiment 18% de chômage, on a eu un maire dans cette ville de 2001 à 2009 qui a mis la ville en faillite plusieurs fois, qui a produit 2 déficits coup sur coup, et qui s'est fait arrêter, et qui a fait de la prison en préventive, qui a été jugé pour détournement de fonds, qui a pris 3 ans de prison ferme, enfin 4 ans de prison, dont 3 fermes, 50 000 € d'amende et 5 ans d'inéligibilité, mais il fait appel, et là il se représente. Donc là dimanche, il est candidat. Il a été jugé en juin. Ouais, il a fait appel. Donc il y a ce contexte-là, donc un maire socialiste qui a détourné des fonds, et puis un Front National qui est militant depuis longtemps, militant depuis 20 ans à peu près. Il y a eu un jeune homme en 1995 qui a été élu conseiller municipal, et puis maintenant il a une quarantaine d'années, et pendant tout ce temps-là, eh bien, il a fait le travail militant que, dit-il, que faisait avant la gauche. Et il dit s'inspirer des méthodes du Parti communiste pour être proche des gens, pour être à l'écoute des gens, pour éventuellement même les aider à régler certains problèmes de logement, démêler des problèmes de dossiers, voilà, être vraiment là tout le temps, presque tout le temps. La personne de Steve Briouat et la personne de Marine Le Pen, puisqu'elle est arrivée en 2007 pour être candidate à la députation, elle a fait 2007 et elle a fait 2012, et elle a augmenté son score à chaque fois. Elle avait fait 44% en 2007 face aux candidats socialistes, et là elle a fait 49,9%. Donc je parle de la circonscription là. Dans la ville, je crois que son résultat c'était 48% en 2007, et là donc c'est 55%. C'est personnalisé, c'est-à-dire que quand vous allez sonner à la porte du Front National d'Hénin-Beaumont, qui est le Front National départemental aussi, qui est un grand appartement de 300 mètres carrés en centre-ville d'Hénin-Beaumont, il n'y a pas du tout marqué Front National. Il y a marqué permanence de Steve Briouat et Marine Le Pen. Et puis il y a les heures d'ouverture qui sont inscrites. Et c'est pareil, par exemple sur les affiches. Alors vous allez avoir le petit logo, la petite flamme là, du Front National dans un coin d'une affiche. De temps en temps, il y a des tracts qui sont des tracts nationaux du Front National. Alors là, il y a marqué Front National. Par exemple, le truc sur les automobilistes qui ne veulent pas être des vaches à lait, sur les radars. Il y a tout un argumentaire autour du fait que les radars persécutent les automobilistes, et qu'au lieu de s'attaquer aux délinquants, on s'attaque aux braves gens en leur collant des amendes, en leur supprimant leurs points sur leur permis. Voilà. Donc ça, c'est un tract Front National, c'est un tract siglé Front National. Mais sinon, les tracts locaux sont les tracts de Steve Briouat, en fait.
Et alors il va faire des tracts ciblés par quartier, par problème. Ce n'est pas forcément des tracts sur toute la ville. Et il va faire aussi des lettres ciblées sur une question, par exemple aux commerçants de la ville, ou par exemple aux locataires de la Soginorpa. On a eu des générations de gens, donc depuis le début de la mine au XIXe siècle, qui ont été, qu'on a sédentarisés, parce qu'au départ, les ouvriers, la mine c'était tellement difficile, tellement dangereux, que les ouvriers finalement étaient un peu nomades, un peu ne se fixaient pas, et donc la production en souffrait. Et donc il s'agissait de les maintenir sur place et pour les faire produire de manière efficace. Et donc du coup on leur a proposé du logement gratuit, du chauffage gratuit puisqu'on distribuait du charbon, la médecine gratuite, et donc progressivement les gens ont été pris en charge comme ça par cette espèce de mère nourricière qui était les houillères. Et en échange, évidemment, c'était des gens qui mouraient à 45 ans et qui pouvaient aussi mourir bien plus tôt puisqu'ils pouvaient mourir dans un accident. Enfin, c'était quelque chose, c'était vraiment un truc complètement quotidien. D'abord, ça a complètement redessiné le paysage. Alors aujourd'hui, quand vous baladez, vous voyez des terris. Hein. Il y en a plein qui ont disparu, hein. Il en reste un dixième maintenant, donc le paysage a à nouveau changé. Mais voilà, ça avait façonné le paysage. Je fais une parenthèse, d'ailleurs je vous conseille un bouquin qui vient de sortir, qui s'appelle Plus noir dans la nuit, de Dominique Simoneau, qui est journaliste au Canard enchaîné. Et ça concerne la grève de 1948 et les conséquences de cette grève, parce qu'en fait il y a un certain nombre d'ouvriers qui ont fait grève, communistes, qui ont fait grève, et qui sous la 4ème République, c'était Jules Mock, un socialiste qui était ministre de l'Intérieur. Et ça explique en partie pourquoi encore aujourd'hui, dans le bassin minier, on a des communistes qui ne peuvent pas voter socialiste. Et dans l'imaginaire même du Front National, parfois, on entend ces choses-là. C'est-à-dire qu'on a des gens qui sont aujourd'hui au Front National, qui sont d'anciens communistes et qui disent « les socialistes, jamais », quoi, à cause de Jules Mock, parce qu'il a tiré sur les ouvriers. Non seulement il a tiré sur les ouvriers, mais ces ouvriers-là qui étaient grévistes et leaders de grève se sont retrouvés en prison. Et ensuite, quand ils sont sortis de prison, n'ont pas pu reprendre le travail. On les a virés de la mine. Donc ils ont perdu leur maison. Ils se sont retrouvés avec leur charrette à bras et leurs femmes et éventuellement leurs enfants à la rue. Et aujourd'hui, il y en a un qui a 92 ans et qui continue à se battre pour que l'État reconnaisse le préjudice subi sur lui et sur ses enfants. Donc j'ai essayé de comprendre la désindustrialisation, ce que ça a provoqué chez les gens, est-ce que ça a fait que les gens se sont mis à plus voter Front National qu'avant. Je suis allée voir les anciens de Samsonite et je suis allée voir les anciens de Staff. Staff, ça ne vous dit rien, mais si je vous raconte l'histoire, vous me dire oui, je vois de quoi il s'agit. C'est parce qu'on en a beaucoup parlé à l'époque. Donc c'est une usine, toute petite usine d'Hénin-Beaumont, qui se met à délocaliser, donc qui ferme. Et on dit aux ouvriers, on ne vous licencie pas, on vous propose un autre poste ailleurs. Et c'est en Turquie ou au Brésil, payé 300 €. Et donc ça évidemment, ça a fait scandale. Toute la presse a débarqué à Hénin-Beaumont pour entendre les ouvriers scandalisés raconter ça. L'usine a expliqué aux journalistes qu'ils savaient bien que ça ne marcherait pas, mais que c'était la loi les obligeait à proposer un reclassement dans le groupe, et que voilà, dans le groupe c'était le Brésil et la Turquie. Hénin-Beaumont, c'est une ville où il y a énormément de quartiers populaires, petite ville, hein, 27 000 habitants, c'est petit, mais il y a aussi une population un peu bourgeoise. Et il y a énormément d'électeurs de cette catégorie qui sont passés aussi au Front National.
Donc le vote Front National à Hénin-Beaumont n'est pas uniquement ce qu'on imagine et ce que moi j'imaginais, parce que ça c'est vraiment un truc que j'ignorais avant de démarrer l'enquête, c'est qu'il y a eu un vote de droite, tout simplement. Ouais, en 2006, quand j'allais à Hénin-Beaumont, les gens me disaient « mais ici, il n'y a pas de droite ». Il n'y a pas de droite. Voilà, ça avait l'air d'être structurel, quoi. Ça avait l'air d'être de père en fils, de génération en génération. Il n'y avait pas de droite. Eh bien non. Il y a à peine 20 ans, il y avait une droite tout à fait tranquille, tout à fait modérée, UDF, et qui faisait chaque année ces petits scores, qui savaient qu'elle ne gagnerait jamais parce qu'elle était en terre de gauche. Et cette femme de l'UDF, qui est décédée aujourd'hui, était pharmacienne, et bien son fils est candidat sur la liste de Steve Briouat. C'est-à-dire que non seulement les électeurs ont basculé, mais aussi les enfants de cette droite bon teint ont basculé. Et il y a eu un candidat UMP en 2001 qui s'est retrouvé en 2008 sur la liste de Steve Briouat, c'est-à-dire qu'il débauche. Et pour lui, c'est des prises de guerre, quoi. C'est vraiment une grande victoire. Mais c'est vrai que sur les documents de campagne et sur sa façon de faire campagne, c'est pas le FN qui est mis en avant. Tu sais qu'il y a l'esprit paternaliste, c'était peut-être une manière opportuniste. Oui, c'est très naturel. Hein. Je ne sais même pas si tout ça est... C'est un gars qui est commercial au départ. Donc il a déjà fait du porte-à-porte pour vendre des abonnements au câble. Ça aide. Oui. Oui, oui, oui. Et donc il a une proximité avec les gens, il a une espèce de naturel incroyable. Il est d'une politesse exquise. Il est tout le temps en train de sourire. Et puis, moi, je suis très bien accueillie quand je vais là-bas. Et il écoute les gens. C'est-à-dire qu'il peut aussi se taire et écouter. Face au danger Front National, il y a encore 3 listes à gauche. Il y a une liste d'Allongeville, donc c'était cet ancien maire dont je vous ai parlé. La liste du maire sortant, qui s'appelle Eugène Binès, qui a 74 ans. Et puis, le premier adjoint du maire, socialiste, se présente contre lui. J'ai l'impression que c'est un luxe, quoi, en fait. Ça, c'est quelque chose que j'ai un peu du mal à comprendre. Ben, on se permet le luxe de se diviser, quoi. C'est très étonnant. Il y a eu 5 listes à gauche, dont celle-là, une liste du Front de gauche qui était Parti communiste plus Parti de gauche, qui était née un petit peu de la dynamique qu'avait impulsé Jean-Luc Mélenchon quand il est arrivé en 2012. Il est arrivé aussi vite qu'il est parti. C'est vraiment un truc incroyable. C'est-à-dire qu'il est arrivé, le Parti communiste dans la ville, aux élections législatives de 2007, a fait 5%, un tout petit peu moins de 5%. Eh bien, lui, sur son nom, dans la ville encore une fois, hein, pas dans la circonscription, a fait 20%. Il était devant le PS qui était à 16. Eh bien, il a dit « je ne vous abandonnerai pas » et il est parti. C'est-à-dire que le soir même de sa défaite sur le podium, il a dit « je ne quitte pas le département » et il est parti. Et pourtant, il avait quand même réussi à multiplier par 4 ce vote. Voilà, donc ça c'est une parenthèse. Et il y a quand même eu une dynamique. Il y a eu une dynamique, les communistes et les gens du parti de gauche qui ne sont pas tout à fait les mêmes, qui n'ont pas tout à fait la même culture, qui n'ont pas tout à fait la même façon de fonctionner. Eh bien, ils avaient réussi, malgré leurs divergences, malgré leurs différences, à bosser ensemble. Et puis, à 5-6 jours de la clôture des listes, le 6 mars c'était la clôture des listes et je crois que c'est intervenu le 1er mars cette histoire, le secrétaire de section communiste a annoncé à ses camarades du parti de gauche qu'il partait avec la liste du maire sortant, qui n'est même pas un socialiste, c'est l'ancien Modem, mais qui est soutenu par le PS et par d'autres. Lui, il est ancien Modem, il n'a pas de carte. Et du coup, ça a créé une colère terrible au parti de gauche.
Et donc ça ajoute de la division, ça, hein, parce qu'aujourd'hui, sur les blogs et sur Facebook, par exemple, il y a des engueulades terribles à gauche, à Hénin-Beaumont. C'est quand même frappant, ça. Avec un Front National à 55%, c'est quand même assez étonnant. Désarmant. J'ai rencontré pas mal de gens au Front National, cartés, hein, qui sont des gens qui votaient à droite avant. Des gens qui me disent avant je votais Giscard, ou mes parents votaient De Gaulle, ou je votais De Gaulle. J'en ai rencontré pas mal, y compris des enfants de mineurs, donc des gens de milieu ouvrier. Des gens qui sont au FN depuis longtemps, il y en a qui sont déjà de milieu ouvrier. Hein. C'est pas voilà, des gens qui sont, je pense à Angélique dont je parle dans le livre, elle a une quarantaine d'années et elle vote FN depuis qu'elle a 18 ans. Catherine aussi, qui est l'ancienne compagne du syndicaliste de la CGT qui a mené la lutte des Métal-Europe, qui est par ailleurs, lui, d'origine marocaine. Et bien, elle vote FN depuis qu'elle a 18 ans aussi. Ça m'a étonnée d'apprendre ça, puisqu'elle vivait avec un homme d'origine marocaine. C'est pas incompatible, c'est très étonnant cette confusion-là. Et alors, par ailleurs, il y a des gens qui avaient depuis longtemps une forme d'intérêt pour le Front National, qui votaient Front National en cachette, qui étaient issus du monde ouvrier aussi, je pense à Bernard, dont je parle dans le livre aussi, et qui n'auraient jamais osé s'afficher Front National à cause de la mauvaise image du FN, et qui me disent « c'est parce qu'il y a Marine ». C'est Marine qui fait que maintenant je peux m'afficher Front National. On comprend quand on l'écoute qu'il a voté Le Pen, père, mais qu'il était très très réticent sur les discours, les jeux de mots, sur les camps de concentration, tous ces trucs-là. Il y a beaucoup de gens là au Front National qui me disent, qui mettent en avant le fait que ça c'était pas bien, quoi, et qu'aujourd'hui ça a changé. Je fais une parenthèse aussi sur Marine Le Pen. Elle a boosté le vote FN à Hénin-Beaumont en arrivant en 2007. Et il y a vraiment un effet star, il y a un effet people, il y a un effet une star de Paris qui vient sur le marché, quoi, un truc un peu comme ça. On est très content de voir arriver une vedette presque. Et on se prend en photo avec elle, elle signe des autographes. Il y a un côté comme ça. Donc entre la figure locale de Steve Briouat, ils le racontent eux-mêmes comme ça, hein, la figure ancrée locale de Steve Briouat et la figure nationale et un peu glamour quasiment, parce que les gens me disent elle est belle, voilà. J'entends ça, hein, de Marine Le Pen. Voilà les deux piliers en fait. Pourquoi toc le vote qui montait tout doucement, hop, il y a eu une espèce de progression comme ça assez soudaine. Ce qui me frappe à Hénin-Beaumont, c'est que l'abstention est moins élevée qu'ailleurs, moins élevée que dans le département, moins élevée que dans les villes alentours, moins élevée qu'à Lille. À Lille, Martine Aubry a été élue avec 66% des voix, mais 55% des électeurs ne sont pas allés voter. C'est incroyable. Et à Hénin-Beaumont, à la même élection, en 2008, Dallongeville a été élu et il y avait 33% d'abstentionnistes. Voilà. Donc on n'est pas dans la même échelle, quoi. Et le FN se targue d'avoir ramené vers les urnes des gens qui n'y allaient plus. Et alors ce qui me frappe aussi à Hénin-Beaumont, c'est comment, parce que j'ai assisté à beaucoup de conseils municipaux, comment le Front National récupère dans son discours le langage, le vocabulaire de la gauche. Notamment, je me souviens d'un conseil municipal où le maire faisait voter une motion, une subvention en faveur d'une association
qui s'appelle Vos quartiers ou Nos quartiers ont du talent, et qui est piloté par le MEDEF en Seine-Saint-Denis. Et ils ont voté contre en disant que le MEDEF massacre les droits des travailleurs. Je cite texto, hein, et que donc le Front National ne voterait pas pour cette motion. Voilà. Et je me souviens que le maire était abasourdi devant cette réaction, quoi. Il pensait que son machin allait passer comme une lettre à la poste, sa petite subvention. Et puis il est tombé devant cette réaction-là. Et pareil, au moment de la mort de Pierre Mauroy, ils ont fait un communiqué absolument dithyrambique sur Pierre Mauroy, qui était un grand homme d'État, avec qui ils avaient des désaccords, notamment sur l'immigration sur l'Europe, mais qui était pour les nationalisations des grands secteurs stratégiques, etc. Enfin, le communiqué va assez loin. Et c'est assez savoureux dans la mesure où le PS du Pas-de-Calais n'était pas très très copain avec Pierre Mauroy par ailleurs, parce qu'il y a des grosses bisbilles évidemment à l'intérieur du Parti socialiste. Donc on a un Front National qui va faire l'éloge d'un socialiste disparu. Il y a des colères concrètes en fait, hein, sur le quotidien. Je fais une parenthèse sur les impôts locaux, c'est qu'en fait le maire dont je parlais tout à l'heure, qui a mis la ville en déficit 2 fois, je dis 2 fois parce qu'il y a eu un déficit en 2003, la Chambre régionale des comptes l'a rappelé à l'ordre, il a augmenté les impôts, quasiment doublé, et ensuite il a remis la ville en déficit parce qu'il n'a pas changé de façon de fonctionner. Et ensuite il est allé en prison. Mais là aujourd'hui les impôts sont élevés à Hénin-Beaumont pour des gens qui ont finalement des revenus modestes, y compris des gens qui ont réussi à acheter une maison ou qui sont en train de payer une maison et qui se demandent s'ils ne vont pas la vendre tellement ils payent d'impôts. Plus la précarité du travail et l'impression que les socialistes, Hollande, pour qui ils ont voté, aujourd'hui, hein, c'est le discours que j'entends, ne fait rien pour eux. Et non seulement ne fait rien, mais ne se soucie pas d'eux. C'est ça que j'entends, moi. Il ne se soucie pas de l'ouvrier. Parce que je ne sais pas si ce mot est utilisé ici, mais là-bas, on parle comme ça. On dit l'ouvrier, au sens, avec un grand O, quoi. Hein. C'est un mot qu'on entend encore. Et donc, des gens qui parlent comme ça vont voter Front National. Ils vont me dire Hollande ne se soucie pas de ce que peut vivre l'ouvrier. Et ils vont voter Front National en pensant que c'est un parti qui défend l'ouvrier. Que c'est maintenant le parti qui défend l'ouvrier. C'est vraiment une situation locale donnée et une conjonction de facteurs. Je trouve que c'est un empilement, comme un millefeuille. Donc il y a le taux de chômage, les exploits de Gérard Dallongeville, le militantisme acharné de Steve Briouat, la division actuelle de la gauche. Voilà, je pense que j'ai fait à peu près le tour. Éventuellement, quelque chose peut-être autour de ce paternalisme, mais là, je reste assez prudente. Voilà. Ceci dit, je pense que si la situation économique se dégrade partout, encore, ça peut quand même s'étendre. Là, aujourd'hui, c'est vraiment le vide à gauche. Je crois que c'est vraiment, avant même le chômage, s'il y avait une figure à gauche qui rassure, qui sait écouter, qui a le contact avec les gens, ça ferait barrage, un peu comme à Rouvroy, ça fait barrage. Ou dans d'autres communes où on a un homme ou une femme qui tient la route et qui sait répondre, qui sait expliquer, qui est là au quotidien. Le vide à gauche, moi je pense que voilà, effectivement il y a plein de facteurs qui sont favorables au Front National, mais s'il y avait quelqu'un en face, ça ne pourrait pas fonctionner, je pense pas. Pas aussi bien.
Beaumont, quand vous allez à Beaumont, d'abord, vous ne trouvez pas Beaumont. Moi, j'ai eu du mal à trouver. En fait, il faut rentrer dans la zone commerciale. À un moment donné, il y a un rond-point. Et puis, pouf, il y a marqué Beaumont. Et donc, vous tournez. Enfin, c'est très, très bizarre. Il y a Auchan, Décathlon, Leroy Merlin, machin. Un rond-point. Et pouf, on est dans le village et il y a des tracteurs. C'est très bizarre. Ça fait un peu Harry Potter. C'est-à-dire que on avance et tout d'un coup, c'est comme si un rideau s'ouvrait et on est ailleurs, quoi. Donc ça m'a frappé. Ouais. Ouais. Et alors eux, ils sont vraiment, alors il y a eu des magouilles, des histoires de terrain, etc. De terrains qui ont subitement pris énormément de valeur parce qu'il y a eu un adjoint. Donc ce truc n'a pas été jugé parce qu'il y a eu prescription. Mais il y a eu un adjoint d'Allongeville qui possédait, parce qu'il était agriculteur, il possédait des terrains à Beaumont et il était lui-même adjoint à l'urbanisme. Et il a fait passer des terrains agricoles en terrains constructibles et il a gagné plein d'argent comme ça. Et le truc n'a jamais été jugé. Et alors, les gens de Beaumont se sont sentis complètement étouffés par cette zone commerciale qui s'avançait vers eux. Ils ne peuvent plus aller se balader tranquillement. Maintenant, c'est au champ, quoi. Donc ça, il y a une espèce d'amertume chez les gens de Beaumont. Et par ailleurs, ce qui me frappe aussi, ce qui m'a beaucoup frappé en me baladant dans les nains Beaumont, c'est que j'arrivais jamais, parce que je me paumais beaucoup au début, et que nulle part, on ne vous indique les noms des quartiers. Alors, je ne sais pas si c'est... moi, dans le Nord-Pas-de-Calais, je ne crois pas avoir vu ça ailleurs. Les noms des quartiers sont indiqués. Par exemple, surtout dans le bassin minier, c'est souvent des cités minières qui ont des numéros. Cité 19, cité du 7, voilà. Bon, là, ce n'est pas le cas. Il y a notamment, alors il y a plusieurs quartiers, il y en a plein, mais des quartiers connus, c'est Darcy, D-A-R-C-Y, qui est une cité minière, donc les petites maisons dont je parlais tout à l'heure. Et puis le quartier Foch, qui porte que des noms de la Première Guerre mondiale, de généraux de la Première Guerre mondiale, qui a été construit dans les années 20, la reconstruction. Et c'est aussi des quartiers adorables, c'est vraiment incroyable, comme c'est joli. Eh bien, nulle part, quand vous êtes en centre-ville, il y a des pancartes qui indiquent comment aller à Foch ou à Darcy ou à Kennedy, enfin tous ces quartiers. Et même sur le plan, j'aurais dû l'amener, même sur le plan de la ville, ces quartiers-là ne sont pas indiqués. Alors que c'est vraiment emblématique des nains Beaumont. C'est même des quartiers qui sont dans les bouquins. Il y a des bouquins, des bouquins sur l'histoire de l'architecture minière dans lesquels il y a des photos de ces quartiers-là parce que pour Darcy, mais surtout Foch, je crois que Foch c'est la première cité-jardin des mines.